Bonjour, bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être des nôtres encore ce matin. C'est la revue des grandes unes avec la presse qui est disponible dans les kiosques. La Nouvelle Expression parle par exemple du mouvement d'humeur avec les enseignants des universités d'État en grève. C'est le grand titre du journal du 26 au 28 novembre. Il engage une interruption des enseignements dans les amphis pour se faire donc entendre carrément. C'est en page 3 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal s'intéresse également à l'actualité avec d'autres faits aussi. Parlant de revendications, les employés de la Campost font plier l'État. Le personnel de la Cameroun Postal Service passe donc depuis hier lundi à la caisse pour percevoir 2 mois d'arriérés de salaire. Yaoundé a donc manifestement cédé à l'annonce de la grève généralisée. C'est ce que dit le journal en page 6 et 7 de ce numéro. Et puis on parle des élections à la Fédération camerounaise de football. Joseph Antoine Bell, candidat, le plus ancien concurrent à la présidence de l'instance, vient donc de se relancer. C'est en page 10 du journal La Nouvelle Expression qui parle également de la conférence des archives. La première édition en Afrique, dans la cérémonie solennelle d'ouverture, a eu lieu hier à Yaoundé, hier lundi, donc avec plus de 500 invités venus du monde entier. C'est en page 2 du journal disponible ce matin. On parle de l'incendie également dans le journal. L'incendie du feu donc au Minat, au ministère de l'administration territoriale. Les flammes ont consumé une partie des bureaux du directeur des affaires politiques du ministère de l'administration territoriale. C'est en page 4 du journal disponible ce matin. Et puis toujours dans les kiosques ce matin, on va retrouver le journal Émergence qui parle également de blanchiment d'argent. L'État perd plus de 1000 milliards de francs CFA et on apprend d'ailleurs que ce sont des fonctionnaires ainsi que des hommes d'affaires qui sont dans le collimateur de l'ANIF, découvert dans le journal ce matin aussi. Le journal parle également des infrastructures avec les grands chantiers du ministère des Travaux publics en 2019. L'augmentation du budget et bien entendu l'emprunt obligataire également pour permettre à ce département ministériel de pouvoir réaliser ou concrétiser également les chantiers qui ont été engagés il y a quelques mois au Cameroun, à lire dans le journal Émergence aussi de ce sujet. Toujours dans la presse ce matin, le journal Le Popoli, le journal satirique parle également de la CAF qui frappe le Cameroun. C'est à cause notamment de la présidence. On a lu tout cela dans le dossier proposé ce matin par le journal donc Le Popoli. Le journal et les quotidiens de l'économie qui parlent du climat social avec la Campost aussi, ces multiples détournements qui dérangent carrément, c'est à lire dans le journal. En page 2, le journal s'intéresse également à d'autres mouvements d'humeur aussi parlant des enseignants. Toutes ces informations sont contenues dans le quotidien de l'économie de ce matin. Le quotidien Le Jour parle de loi de finances avec la vie plus chère en 2019. C'est une question de nouvelles mesures et qui pourraient donc rehausser les recettes fiscales sont également contenues dans le dossier proposé par le quotidien Le Jour, qui parle également de la CAN féminine, Ghana 2018, Cameroun, Nigeria, le choc très attendu, en tout cas, c'est contenu dans le journal également ce matin. Le journal parle également de ces sites prévus pour la CAN 2019 au Cameroun, c'est dans le quotidien Le Jour. Mutation s'intéresse au contrôle supérieur de l'État, 30 gestionnaires convoqués, c'est à lire dans le dossier proposé par le journal, qui parle également d'autres faits aussi de ce matin, du climat social. C'est reparti donc pour des grèves au Cameroun. Il y a la Campos, il y a les enseignants, il y a bien d'autres structures aussi qui sont également relevées par le journal Mutation. Le journal Kalara qui est dans les kiosques parle de barreaux du Cameroun. Comment Maître Tchakounté parti donc à renverser Maître Jackson Nyekamga, c'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal ce matin. Le journal parle également du tribunal militaire, des enquêteurs du CED donc jugés pour corruption. C'est également à lire dans le numéro disponible ce matin. Cameroun Tribune pour sa part parle de valorisation des archives. Yaoundé donne le ton, c'est le grand titre du journal. On voit bien en image comment le Premier ministre qui accompagne une forte délégation visite justement des stands qui ont été conçus pour la circonstance. C'est à lire dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Un autre journal qui est dans les kiosques, c'est bien entendu le journal Équation qui s'intéresse donc aux grands défis du ministère des Transports avec dans le cadre du budget 2019 au Cameroun. Plein de choses sont annoncées également dans ce département ministériel. Le ministère qui est géré par Massédanga Lebibé. Autre information à lire dans le journal L'Équation de ce jour. Donald Brice Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à Camille, bonjour à l'ensemble de nos téléspectateurs et merci à tous ceux qui nous écoutent ce matin et nous regardent. Merci d'être là.
Le papier, bonjour. Flavien Vallon-Ndongo, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, bonjour Donald Brice-Kamga. Mais avant d'entamer cette émission, je ne vous cache pas que je suis sidéré par deux choses. La première chose, c'est cette gesticulation de l'ANIF depuis un certain temps. On dirait que l'ANIF découvre subitement qu'elle existe et qu'elle doit traquer les malversations financières. Depuis près d'une dizaine d'années que l'ANIF existe, l'ANIF n'a jamais arrêté personne. L'ANIF constate toutes les années qu'il y a des détournements d'argent, il y a des opérations de corruption, il y a des blanchiments d'argent, mais il n'y a rien. On ne fait que des rapports. Et aujourd'hui, avec cette gesticulation sur le terrain que l'on observe, aujourd'hui, on nous produit, et c'est sur la base d'un rapport de 2015. Bon, maintenant, la deuxième chose, c'est avant peut-être la deuxième, vous comprenez bien qu'elle a pour mission de dénoncer simplement. Oui, mais dénoncer, mais alors, le constat est dénoncer. Mais alors, si on tout comme la CONAF, si on ne fait que dénoncer, à quoi ça sert alors de dénoncer? Puisqu'on dénonce, mais seulement les choses continuent. À quoi ça sert? Moi, je pense qu'il aurait fallu que cette structure, non seulement dénonce, mais réprime. Ça, c'est tout à fait normal. Mais on ne peut pas dire que, voilà, on vous met là, vous dénoncez, vous dites que les gens volent, les gens détournent l'argent, les gens blanchissent l'argent, et puis on continue. Bon, l'autre deuxième point qui m'amuse ce matin, justement, c'est cette nouvelle valorisation des archives que l'on semble découvrir aujourd'hui. Je vous assure, Flavien Vallon-Ndongo, c'est extraordinaire, mais ce pays n'a pas d'archives. C'est pour ça que l'histoire de ce pays est racontée par n'importe qui, chacun à sa manière. J'étais allé aux archives nationales un jour. Et qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais un numéro de la presse du Cameroun de 1970, parlant justement d'une affaire qui avait fait énormément de bruit, l'affaire le procès de la Sainte-Croix, dans lequel avait été arrêté Monseigneur Dokbo et Wandi et tout ça. Je me souviens que j'étais tout petit, mon père avait ce journal, et je me suis dit qu'il faut que j'aille le chercher. Aucune trace. Ce journal n'existe pas, et comme beaucoup d'autres. Donc il est extraordinaire que les gens qui sont là, qui gèrent le pays, qui sont aux affaires, personne ne garde jamais les archives. Il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, avec la numérisation et avec une possibilité de mieux conserver les documents jusque-là, on est en train de découvrir maintenant l'utilité de l'archivage. Pourtant, chaque année, nos universités mettre sur le marché du travail des gars qui ont été formés, soit à l'ESTIC, soit dans notre structure, pour l'archivage, mais on ne s'en sert pas. Très bien. Alors, c'est d'ailleurs le sujet qui, en ouverture de cette émission, Donald Brice-Kamga parle bien entendu de Cameroun Tribune qui parle de valorisation des archives. Yaoundé donne le ton, c'est ce que dit le journal. Lorsqu'on parcourt l'article, on comprend que c'est la 8e édition de la conférence internationale des archives, une édition qui est conduite par le Premier ministre. On a vu sur le terrain avec à sa suite plusieurs membres du gouvernement et également des personnalités venues d'ailleurs. Oui, on peut se satisfaire que la 8e conférence internationale sur les archives soit abritée pour la toute première fois en Afrique par le Cameroun. Mais lorsqu'on a fini de le dire, une simple conférence, évidemment, fait des recommandations, fait des propositions. Et ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre, ce sont les décideurs, autrement dit, les politiques. Sur ce plan-là, si il faut dire qu'un pays dans le temps, je pense que l'exemple le plus marquant à citer en ce moment pour rester dans l'actualité, c'est le Bénin. Vous savez qu'en 2015, lors de sa visite au Cameroun, le chef de l'État français, à l'époque, c'était François Hollande, avait clairement lancé un appel, tendu une perche au chef d'État africain. Alors ils ont écouté, si vous avez la volonté de ramener chez vous les documents classés de la colonisation et d'autres documents qui sont dans les musées en France, vous avez la possibilité d'en formuler la demande. Alors, au Cameroun, on ne sait pas où est-ce qu'on en a. Est-ce que le ministère des Affaires étrangères, est-ce que la présidence a formulé cette demande pour que le Cameroun entre en possession de ces nombreux biens, des objets d'art qui sont dans les musées français, des documents importants de la colonisation, de l'histoire du Cameroun, des assassinats, du maquis, et que les étudiants d'histoire, les chercheurs puissent puiser de la matière là-dedans et enseigner ça pour la mémoire collective. Est-ce que le Cameroun a formulé cette demande? On attend toujours de voir, entre 2015 et aujourd'hui, ça fait 3 ans,
Il est important que les rencontres comme ça débouchent sur des décisions fortes qui ont un impact réel sur la vie. Est-ce que c'est une rencontre qui surprend les Camerounais aujourd'hui? Lorsqu'on observe que s'il n'y a pas véritablement d'engouement, à part ces autorités qui se sont rendues, elles qui étaient informées de cette rencontre, qui ont préparé également ce rendez-vous? Évidemment, lorsqu'une rencontre n'aboutit pas à une décision qui a un impact sur le quotidien des populations, on peut avoir l'impression que c'est de la fanfaronnade. Ça peut paraître un peu élitiste lorsqu'on parle des archives, mais il est important que les gens sachent, qu'on explique aux populations. Camille disait tout à l'heure qu'il est difficile de retrouver des journaux qui datent de 70, et c'est même un peu loin, ce serait même historique qu'on retrouve ces journaux. Chercher les journaux de 90 et un peu plus au-delà, il serait difficile de les retrouver. Non, tout cela est important, et vous savez que les trucs comme les archives, les objets d'art et tout ce que cela comporte sont des éléments importants. Même sur le plan touristique, que les gens viennent au Cameroun, retrouvent des documents qui datent d'une certaine... Des documents ou des objets qui datent d'une certaine époque. Même sur le plan touristique, ça rapporte des devises pour chaque État. Oui, mais Camille Nélé, à côté de ce que vous avez déjà dit, on sait que c'est Yaoundé qui donne le ton. Ça, c'est ce que donne comme titre, propose comme titre le journal Cameroun Tribune. Oui, mais on dit que Yaoundé donne le ton parce que c'est à Yaoundé qu'on devrait trouver toutes les archives. Donald Prisk vient de dire tout à l'heure, vient de revenir sur les propos de François Hollande qui disait qu'il faudrait bien que les Africains viennent chercher des documents. La demande. Des classifiés. Mais est-ce qu'il faudrait que ce soit les Occidentaux qui nous avaient colonisés, qui nous donnent les documents sur la colonisation? Entre la fin de la colonisation et même les premières années de l'indépendance, nous-mêmes nous étions aux affaires. Nous-mêmes nous écrivions, nous avions des gens qui étaient à l'école. Nous pouvons être capables de dire, par exemple, quelle est la vérité de ce qui s'est passé, par exemple, dans l'Union et quelle est. Hein? Il faudrait qu'il y ait des documents qui puissent nous permettre de faire le distinguo entre Yedna Liba, Makanda Pout et beaucoup d'autres personnes dont les noms sont censés, dont les noms qui sont présentés comme des héros de la lutte contre l'indépendance, mais alors qu'ils n'étaient que des sinistres bandits. Il faudrait bien qu'il y ait des personnes, des fonctionnaires, des agents de sécurité qui nous disent la vérité sur l'insécurité et le terrorisme dans le Mongo, dans le Honkam, faire la part des choses. Mais rien n'a été conservé, et c'est ça qui fait que, je le dis et je le maintiens, l'histoire du Cameroun est galvaudée, elle est racontée n'importe comment, c'est chacun qui la prend par les cheveux. Et maintenant, c'est pour ça que nous avons droit à une histoire du Cameroun ébouriffée. Mais en réalité, s'il y avait des archives, s'il y avait un culte des archives, nous n'aurions pas ce genre de problème. Donc aujourd'hui que Yaoundé semble se réveiller d'une longue léthargie qui dure depuis peut-être 1960 ou avant, pour essayer de commencer à conserver les archives, à collecter les archives et à les rassembler, c'est extraordinaire. Je dis que vous ne pouvez pas retrouver des constats d'un certain nombre d'événements très très précis qui sont passés. Pourquoi? Parce que les choses arrivent, on les exploite et on jette. On les exploite et on jette. Et c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, si on pouvait commencer à prendre conscience de l'utilité des archives, bon, tant mieux. Mais seulement, on vous dira qu'il y a un temps pour tout de toute façon. Oui, mais reconstituer alors maintenant ce qui s'est passé avant. On va reconstruire avec quoi? Puisque les choses étaient jetées à volo. Allez même dans les commissariats, par exemple, de sécurité publique aujourd'hui, allez rechercher une pièce d'identité qui avait été faite en 1990 seulement. Les papiers sont fourrés, attachés, jetés à la va-vite. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une culture de l'archive. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, alors que les archivistes sont formés. De toute façon, alors c'est le journal Cameroun Tribune qui parle de valorisation des archives avec Yaoundé qui donne le ton. C'est le grand titre du journal. Vous aurez donc à découvrir. Parlant de cette 8e conférence qui s'est ouverte donc du côté de Yaoundé. C'est dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Un autre sujet qui fait jaser aussi, c'est celui que propose le journal La Nouvelle Expression parlant de ce mouvement d'humeur des enseignants des universités d'État qui sont en grève depuis hier également pour revendiquer la 3e prime, la 3e tranche des primes de recherche. Et aujourd'hui, pas de cours dans les amphis. Les enseignants disent qu'ils vont évoluer de façon intermittente.
Oui, on n'est pas habitué aux grèves à répétition dans les universités d'État, les 8 qu'on a au Cameroun. Sauf que cette fois-ci, aux revendications ordinaires, comme le paiement de la 3e tranche de la prime pour la modernisation de la recherche, on a d'autres revendications comme la sécurisation du cadre de travail des enseignants du supérieur dans le nord-ouest et le sud-ouest qui sont 2 régions en crise en ce moment. Vous savez que les tensions dans ces régions-là ont un fort impact sur les activités scolaires, notamment dans l'enseignement supérieur. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, le directeur des affaires administratives de l'université de Bamenda a été assassiné, le professeur Paul Bouffon, je crois. Ce sont des revendications, ce climat d'insécurité dans lequel travaillent les enseignants qui préoccupent énormément le SINES, le syndicat des enseignants supérieurs. Ces revendications ont été discutées hier lors d'une rencontre avec le ministre de l'enseignement supérieur. Il n'y a pas eu de consensus et ce matin, le SINES indique clairement que le mot d'ordre de grève, la grève se poursuit. Le gouvernement, quelles sont les réponses que le gouvernement propose sur ces revendications qui sont pour d'autres classiques et pour d'autres nouvelles, on attend de voir, mais il me semble que le communiqué qu'a publié hier le ministre Pham Ndongo n'était pas un communiqué qui permettait d'envisager que il y a une sortie de crise immédiate. Voilà. Donc, mal perçu par les enseignants. De toute façon, on sait déjà que la presse qui a titré parlant des enseignants des universités d'État qui sont en grève, et on observe justement sur le terrain que cette grève est effective. La grève est effective. Tous les médias en parlent depuis hier. Mais elle n'est pas effective seulement à l'enseignement supérieur. Elle est effective, on a vu par exemple le Premier ministre entrer à la primature hier sous les cris des employés de la SOTUC. On a vu les anciens employés de la Camtel qui sont en train de gréver. Mais moi j'ai bien pitié du pauvre Philémon Yang qui est en train de passer ses derniers jours à la primature. Je ne sais pas comment il va gérer cela parce que avec ces gens qui sont ces gens qui sont en train de crier et de gréver et de battre le pavé, ça va être bien difficile pour lui. Et bon, est-ce qu'il va laisser donc cela en héritage à son successeur? On se le demande bien, mais toujours est-il que ces grèves à répétition, ces mouvements d'humeur à répétition, ces marches à répétition, moi je pense que c'est quelque chose de mauvais augure pour ce septennat qui commence, parce que ce septennat ne peut pas avancer, ne peut pas démarrer sereinement sans avoir soldé tous ces manquements qui font que les Camerounais, certaines classes de Camerounais est mécontentes, et ces Camerounais sont mécontents parce qu'ils revendiquent des choses légitimes. Alors moi je pense que ça va une injustice et moi je suis toujours mal à l'aise face aux injustices que d'imputer la grogne sociale actuelle au pauvre Premier ministre. D'aucuns disent que c'est le premier des ministres, parce que la consistance de ce poste est extrêmement minime dans un système hyper présidentialiste, très concentré comme le nôtre, tout se décide à la présidence. Donc, dit que le ministre Yang, qui a eu beaucoup de difficultés dans la crise anglophone, n'a pas pu calmer les siens, pour parler trivialement, dit qu'il est responsable, ou alors qu'il n'a pas pu gérer des questions un peu plus complexes, comme la situation du chantier naval ou la Campos mal restructurée, et ainsi de suite. Je pense que c'est lui mettre beaucoup trop de responsabilités qui n'en a. Ce sont des questions qui touchent directement à la présidence, au chef de l'État, qui, évidemment, sur le plan constitutionnel, bénéficie de toutes les prérogatives pour s'en occuper. Je pense qu'il est temps de régler ça dans le fond, que de chercher un beau émissaire comme le Premier ministre. Vous avez absolument raison. Vous avez absolument raison, Donald Bruce. Mais ce que je voulais dire, je ne voulais pas dire que c'est le Premier ministre qui est responsable. Moi, j'ai dit que pour quelqu'un qui est en train de préparer sa sortie, avec ces grèves à répétition, surtout celles des employés Vous insistez sur la sortie du Premier ministre. Oui. Flavien Vallon, n'en parlons pas. Ça, c'est une certitude. Mais ce que je veux dire, c'est que les grèves, par exemple, des employés du chantier naval, devant l'entrée de la primature hier, mais il va au travail de matin, il trouve des gens avec des plaques qui sont en train de gréver et qui grèvent depuis plusieurs mois à Douala.
et qui ont franchi un autre pas en allant gréver devant la primature. Moi, je dis, il n'est pas le responsable. C'est pas lui qui les a embauchés. C'est pas lui qui ne veut pas les payer. Mais moi, je pense que c'est quand même une lourde charge. Ils ne peuvent pas aller gréver devant la présidence de la République. Ils se disent, bon, autant gréver là où on va le voir. Ouais, ça titre symbolique. Vous avez évoqué tout à l'heure la réponse assez sèche et à la limite inamicale du ministre Femme Ndongo par rapport à la grève des enseignants. Ça veut dire que lui, il démontre qu'il n'a aucune envie de régler cela parce que c'est pas son niveau. Donc, vous voulez donc qui règle, qui solde tous ces manquements et toutes ces choses désagréables qui mettent une certaine classe de Camerounais en posture désagréable. J'espère que Camille n'essaie pas de nous dire ce matin que le Cameroun n'est pas gouverné. J'espère que je le comprends mal. En tout cas, entendez-vous de toute façon, mais on laisse le son aux lecteurs d'aller découvrir ce que la presse propose parlant de ces mouvements d'humeur, des enseignants, des universités d'État en grève. Et on voit bien qu'il y a aussi d'autres revendications avec les employés de la Campost qui font plier l'État, toujours dans la nouvelle expression. On peut le dire également ce fait. Et le quotidien de l'économie qui parle de Campost, ces multiples détournements qui dérangent. C'est à la suite de ces multiples détournements que la Campost où les employés ont manifesté, on va dire. Oui, la grogne est constante à la Cameroun Postal Services, des problèmes de restructuration, de détournement, mais aussi des problèmes de droits sociaux non reversés. À ces problèmes qui sont structurels s'ajoutent d'autres problèmes conjoncturels, comme l'adaptation au contexte actuel. Vous savez que la Campost fait face à la montée en puissance du numérique, dans un contexte où les TIC sont fortement développés. La Campost est appelée à opérer la mutation pour tenir dans le contexte actuel. Donc, c'est une entreprise, il est clairement question d'une entreprise qui est à la croisée de chemin, et ça montre que lorsqu'on amoncelle les difficultés pour une entreprise comme celle-là, on finit par presque par craquer, parce que là, ça devient très compliqué. Il y a déjà les problèmes d'adaptation qu'il faut gérer actuels. Donc, les problèmes que posent ces grévistes sont des problèmes qu'on aurait pu régler il y a 5, 10, 15 ans. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, d'autres problèmes viennent s'amonceler, c'est tout simplement gênant. Ça se gère avec des promesses, on l'a souvent entendu. Oui, mais hier, je crois que la direction générale a indiqué avoir payé un mois. Deux mois. Le mois de novembre, et annonce le paiement de celui de en attendant la mise en œuvre, dit-il, du plan de restructuration conclu avec le gouvernement. On attend de voir. En tout cas, ça rentre, comme un journal l'a dit, ça rentre dans les incongruités du nouveau septennat. On voit bien qu'il y a des choses des notes bien salées qui commencent donc avec ce nouveau septennat également, en parlant notamment de ces mouvements d'humeur, un climat social très tendu également dans plusieurs structures. Alors, on va parler de ce que le quotidien Le Jour nous propose, parlant de la vie chère. En 2019, la situation sera davantage critique après nous avoir demandé de serrer les ceintures. Cette fois, il paraît que les rangs vont carrément se couper. J'aime beaucoup votre image. Oui, de toute façon, vous savez, Flavien Valo-Ndongo, depuis que on a rendu public le budget de 2019, ce sont tous les indicateurs qui sont en train de virer au rouge. C'est tous les observateurs qui sont en train de crier à la catastrophe. C'est tous les financiers, tous les opérateurs économiques qui craignent pour une montée en flèche de la vie chère. De toute façon, vous savez, nous ne savons pas comment ça va se faire, nous ne savons pas la solution qui va être trouvée, nous ne savons pas pourquoi le gouvernement a décidé de multiplier les emprunts obligataires et autres. Non, surtout de multiplier, d'agrandir l'assiette fiscale en multipliant les impôts, en élargissant les impôts, en allant même jusqu'à taxer la friperie. Vous savez, il y a des niches depuis longtemps qui devaient être
examiner de près, par exemple, les casinos et les salles de jeu. Est-ce que vous savez que dans ce pays, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une réglementation vraiment efficace et efficiente de ces salles de jeu qui brassent? Il faut aller dans les casinos ici à Douala, par exemple, où il y a des Chinois qui jouent des dizaines de millions chaque nuit, mais on ne sait pas comment. En 2015, par exemple, il y a une loi qui a été... Il y a une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale pour régulariser le secteur. Elle existe, mais en réalité, cette loi n'est pas efficace. Cette loi n'est pas efficace parce que cette loi ne va pas jusqu'au fond. N'a pas la possibilité d'évaluer les réelles rentrées d'argent dans ces casinos et surtout de les taxer convenablement. Donc, regardez par exemple, je vous donne un dernier exemple. Moi, je pense que c'est pour cela que le ministre Paul Atangandji est en train d'appeler tout le monde. Les Chinois sont arrivés ici depuis 2 ans. On trouve devant les petites boutiques, même du marché central du quartier, des petites machines à sous. Ces Chinois qui les ont installés, et d'ailleurs qui sont en train de faire disparaître des pièces de 100 francs et de 50 francs, ces petites machines n'ont pas d'autorisation. Le Chinois vient, il dit au boutiquier, bon écoute, ma machine est là, si je rentre 10 000, tu as 2 000 par jour. Or, ils ne payent aucun impôt, ils gagnent de l'argent, ils gagnent beaucoup d'argent. Des gens comme cela, on aurait dû les débusquer depuis plus de 2 ans. Mais c'est tout comme si rien ne pouvait être fait. Il y a dans les salles de jeu où il y a des machines, on devrait normalement savoir que dans cette machine-là, parce qu'en Europe, ça existe, il y a un pourcentage que le propriétaire de la machine peut avoir et un pourcentage que les joueurs peuvent avoir. Or, ce pourcentage n'est pas calculé dans ces salles de jeu. C'est ça qui fait qu'en réalité, nous avons des gens qui auraient pu bénéficier de beaucoup de rentrées au niveau des jeux, mais qui en réalité... C'était un sujet en tout cas qu'on peut aborder. On va même aller jusqu'à la course des chevaux. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'argent génère cette activité, mais combien d'argent aussi n'est pas réellement valorisé au niveau des impôts. Alors, il a emboîté sur un prochain sujet, mais on était sur la loi de finances, parlant notamment de la vie chère en 2019. Donc, il va davantage être difficile pour les Camerounais. Oui, les secteurs qui connaîtront de nouvelles taxes sont les secteurs qui touchent directement aux consommateurs, c'est-à-dire à nous, à vous et nous, le consommateur final, le citoyen lambda. Les produits de la friperie, par exemple, seront taxés à l'importation de 12,5%. Les produits brassicoles, et là les Camerounais, grands consommateurs d'alcool, en savent quelque chose, vont subir 5% sur les produits brassicoles et les emballages notamment. Ça va forcément pas changer avoir dans les habitudes des Camerounais qui disent même si ça... Bon, attendant de voir, ça va forcément avoir une incidence sur le prix final de la bière. Il y a des secteurs comme la pneumatique qui vont connaître également une hausse assez importante. D'abord, l'explication, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. Le gouvernement a besoin d'argent pour parler comme au quartier. C'est la mise en œuvre des recommandations du Fonds monétaire international avec qui on a un accord depuis juin 2017. Mais maintenant, lorsqu'on regarde le train de vie de l'État, il faut toujours en revenir. Vous savez qu'il y a quelques semaines, le ministère de l'administration territoriale a acquis 50 véhicules et plus. Combien est-ce que ces véhicules ont coûté? Il faut aller savoir si c'était la priorité. Si on regarde un gouvernement qui a 64 membres et assimilés, ça coûte énormément d'argent à l'État. Il faut pouvoir réduire tout cela et trouver quelques milliards de francs CFA pour combler les dépenses en termes de projets qu'on souhaite faire, la CAN et les élections et tout ce que cela comporte. Camille parlait tout à l'heure de l'Agence nationale de vérification financière. Je rappelle que cette agence n'a pas de pouvoir judiciaire et donc n'attendez pas qu'elle rende des rapports quoi, alors et aille encore poursuivre les... Non, le débat, peut-être c'est un débat que vous posez, mais ne demandez pas à la NIF, à l'état actuel, de poursuivre les gens. Sinon, demandez aussi à la CONA d'aller poursuivre les gens. Pareil. Non, ce débat est posé, mais je pense qu'à l'état actuel, les rapports qui sont rendus doivent être utilisés. Si les rapports étaient utilisés, je rappelle qu'en 2015, je crois, la CONAC a rendu un rapport indexant clairement des personnalités, au total de 46 à l'époque, qui avaient détourné des fonds publics. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a que quelques-unes de ces personnalités qui ont été inquiétées. On avait parlé d'erreurs de gestion. Les autres sont en fonction. Et le rapport est remis à qui de droit? À qui de droit signifie le chef de l'État chez nous. Donc, ne demandez pas à une structure qui n'a pas compétence sur une question d'aller... La structure fait son travail aux politiques à qui les rapports sont remis,
de faire le leur. Non, je termine sur la question du train de vie, de l'allègement de l'assiette fiscale, pour dire qu'on aurait pu actionner sur d'autres leviers comme la réduction du train de vie de l'État, la lutte contre le blanchiment d'argent et l'effet contraire sur le terrain. Oui, justement, ça devient le rythme de vie reste le même. Ça reste le même, ça signifie que ceux qui nous dirigent se complaisent dans leur train de vie princier et font trinquer le bas peuple malheureusement. Très bien. Alors, donc, on parle de tout cela. Le quotidien Le Jour qui parle de la vie est plus chère en 2019. C'est le grand titre du journal ce matin. Et on parle donc du contrôle supérieur de l'État dans mutation avec les 30 gestionnaires convoqués. C'est justement pour reprendre les quelques faits évoqués tout à l'heure sur ce plateau. Aussi, on va lire ce que Kalara propose parlant du barreau du Cameroun. Comment Maître Charles Tchakounte Pathé a renversé Maître Jackson Nyekamga, qui aujourd'hui est sorti, et il y a un autre qui est entré, c'est le nouveau bâtonnier, Charles Tchakounte. Oui, Charles Tchakounte Pathé qui a mené une assez bonne campagne pour être élu finalement bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun. Vous savez que l'Equinox a suivi à travers ma modeste personne ces élections-là. Ça a été très, très couru, l'une des assemblées les plus courues avec plus de 1000-2000 avocats par là. Lorsqu'on a vu l'ambiance à l'Assemblée générale, on a vu clairement que le bâtonnier sortant ne bénéficiait plus de la confiance de beaucoup d'électeurs. On sentait qu'il y avait une volonté de passer à autre chose. C'est finalement ce qui s'est confirmé au final, presque un plébiscite pour le nouveau bâtonnier, Maître Charles Tchakounte Pathé, qui a du pain sur la planche. Est-ce qu'on pouvait avoir je voudrais dire un changement, un bouleversement, si Maître Nyekamga était resté en course? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'au terme du vote pour la constitution du Conseil, le groupe des 15, Maître Tchakounte était premier avec 1558 voix, si ma mémoire ne me joue pas de tout. Maître Jackson Nyekamga était 10e, vous voyez bien l'écart. Il a dû jeter l'éponge à cette étape de la compétition. Il a appelé l'Assemblée générale à inclure la 16e personne, le 16e nom sur la liste à sa place. Donc il a compris que les jeux étaient faits à cette étape de la compétition. Il n'a pas voulu essuyer une sorte d'humiliation. Alors c'était un scrutin très couru, on va le dire, Kaminele, et le journal Kalara essaie d'expliquer un peu la méthode qui a été mise en place pour ce processus électoral. Non, mais il faut d'abord commencer par reconnaître que le nouveau bâtonnier a mené une campagne à l'américaine. Il se dit qu'il doit dépenser près d'une 50aine de millions. Il a fait le tour de Cameroun. C'est pas ce jour-là qu'il a mené sa campagne. Il préparait cette élection depuis plusieurs mois. Il a mené une campagne à travers tout le Cameroun. Il a été un peu partout dans toutes les régions pour rencontrer des avocats. Vous comprenez qu'on ne peut pas le faire sans moyens. Le nouveau bâtonnier a sorti même une sorte de journal, de magazine, de programme qui a coûté 1 ou 2 millions. Et donc ça veut dire qu'il s'était préparé, il avait mis tous les moyens, il avait mené une campagne à l'américaine. Bon, mais quand Donald Bruce disait que le désir était de passer à autre chose, vous savez très bien que il y a toujours une sorte de changement, surtout dans une corporation comme le barreau. On ne peut pas dire que Maître Nyekamga aurait été un mauvais bâtonnier ou qu'il aurait été un piètre avocat. Non, moi je pense que il faut tout simplement comprendre que, comme dans toute corporation, il y a un moment où il y a un vent. Et puis, il y a eu cette tendance qui a été actionnée par cette campagne qui a fait que, bon, écoutez, moi, je. Donc, le barreau vient de changer de bâtonnier. Moi, je ne pense pas qu'il faille faire le procès de Maître Nyekamga, mais le barreau a changé d'avocat. Il y a un nouveau bâtonnier. Il y a deux bâtonniers, je veux dire, il y a un nouveau bâtonnier qui a mis les moyens financiers idoines pour pouvoir
passer maintenant. On va le voir à l'heure. Vous avez lu les réactions de certains avocats également à la suite de cette élection? Oh, mais vous savez, la plupart du temps... Les avocats ont des attentes aussi. Forcément, c'est pour ça que je dis qu'au lendemain d'une élection comme celle-là, il y a toujours on formule toujours des attentes. On attend beaucoup de choses. Le jour où Maître Nikangou est passé bâtonnier, ça a été la même chose. On a formulé un certain nombre d'attentes, on a formulé un certain nombre de desiderata. Bon, donc je peux dire qu'aujourd'hui, les avocats qui changent de bâtonnier, de guide, attendent beaucoup de lui. Et c'est tout comme le jour où lui-là partira aussi, on attendra beaucoup du prochain. Donc moi je pense que ceux d'aujourd'hui, on voit même que ceux d'aujourd'hui demandent même une implication encore plus pertinente des avocats dans la résolution de la crise anglophone. Donc, il y a des attentes et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors, il a donc du pain sur la planche aussi. Oui, je voulais juste ajouter que, évidemment, les défis sont très importants. Le barreau du Cameroun doit, de l'avis de nombreux avocats, réagir sur les questions fortes d'actualité, comme la crise anglophone qui a un volet juridique, comme vous le savez. La crise anglophone est partie des revendications des avocats en fin 2016. Le barreau doit pouvoir s'exprimer clairement et publiquement là-dessus. Certains avocats que vous rencontrez vous disent par exemple que le rapport avec la tutelle, le ministère de la Justice doit être clairement revu parce que cette assemblée générale qui s'est tenue à Douala, elle ne pouvait pas être tenue si le ministre Laurent Esso ne donnait pas l'autorisation de tenue. D'aucuns estiment que c'est scandaleux dans un pays où la loi dit clairement que la corporation est indépendante. Donc ce sont des questions qu'il va falloir discuter et émanciper le barreau de la tutelle qui est de l'exécutif. C'est que le ministère de la Justice est de l'exécutif. Donc beaucoup pensent qu'il faut revoir ce qui semble à leurs yeux être une incongruité. Il y a la question du monopole. La loi indique que lorsque vous êtes en justice, vous faites appel à un conseil. Un conseil peut être un avocat ou non. Beaucoup d'avocats estiment que ce n'est pas normal, qu'on doit pouvoir demander que ce soit l'avocat, qu'on doit clairement indiquer dans la loi que ce soit l'avocat qui soit sollicité pour défendre les clients devant la justice et non une personne qui n'a pas forcément une formation d'avocat. Très bien. Merci. Nous laissons le soin aux lecteurs d'aller découvrir le traitement que la presse a réservé à ces différents sujets. Bon retour à vos différentes rédactions également. Merci d'être venu. À vous également. Il vous reste juste à faire un tour. Et demain, il sera 9h20 pour la session, notre édition de la revue des grandes une sur Equinox Télévision. Bonne journée.